Bien. On commence. Je reste ici. Donc je suis heureux ce soir de recevoir Monseigneur le Prince Six de Vauban-Parme qui protège en quelque sorte notre cercle, un cercle de combat, un cercle culturel, mais un cercle aussi de combat, un cercle militant. Il ne s'agit pas de demain vive la chrétienté ou vive le roi s'il n'y a pas une réforme intellectuelle et morale. Et on a besoin de modèles. Tout à l'heure, j'ai préparé une émission sur le message des martyrs. Ce soir, vous allez parler de votre parente, l'impératrice Zita, la dernière impératrice de l'Autriche-Hongrie. Et c'est toute une Europe qui a disparu lors de la chute de l'Empire. Il est bon de se rappeler la trahison de l'Église, déjà à cette époque-là. Les démocrates crétins, ou excusez-moi, démocrates chrétiens, avaient une influence délétère, et c'est eux qui ont assuré la transition prétendument démocratique. Pourquoi parler de Zita? D'abord, vous la connaissez bien. Ensuite, c'est un modèle. Bientôt, sans doute, elle sera élevée à la dignité des autels, comme l'empereur. Et ce sera le second couple impérial avec Saint-Henri de Germanie et Cunégonde. Et Saint-Henri était le patron des bénédictins. C'est peut-être un coup d'œil de la Providence. Zita, de culture française, est morte sous l'habit bénédictin. Elle était marquée par sa fréquentation assidue au Solesmes, où elle avait ses sœurs, et c'est grâce, entre autres, à l'intervention diplomatique que Don de Lattre a pu retrouver Solesmes, une page sombre de l'histoire de l'Église. Pie XI, qui était un sorte de clone de Mussolini ou des dictateurs de l'époque, il voulait le tout catholique. Le gymnase catholique, l'école catholique, les syndicats catholiques et tout ce qu'on veut. Don de Lattre, comme Solesmes, était très lié à ce qu'on a appelé l'Action française, et un des moines avait à l'Action française la chaire du syllabus. Il y a eu des calomnies venant entre autres de la maçonnerie, donc Don de Lattre démis de ses fonctions, rappelé à Rome, et sans l'intervention de votre parente et de la reine d'Espagne. Mais Don de Lattre serait mort à Rome sans avoir le droit d'écrire ou de recevoir des lettres. D'ailleurs, très peu de documents ont été publiés par pudeur sur ce passage. Zita n'était pas destinée à devenir impératrice. C'est les accidents de l'histoire et la tragédie de Sarajevo qui l'ont fait monter très jeune sur le trône. Je vais être très bref. Que peut-on retenir? Une Bourbon qui s'allie aux Habsbourg, alors que bien souvent les deux familles étaient en conflit historique. Oh oui. Bon. Et on peut dire que c'est elle qui avait le sens politique. Charles a essayé d'arrêter le bain de sang de la Première Guerre mondiale. Benoît XV y a fait allusion. Et il est bon de se rappeler que les démocrates crétins, entre autres Certillange, à la Madeleine, a eu l'audace de dire, à l'adresse du pape, non possumus. Il préférait la gueuse au Christ. Zita, donc mariage d'amour, impératrice,
très peu de temps, chute de l'Empire, l'exil avec tous les aléas de la pauvreté. Et on peut dire qu'elle est la modèle à la fois sur le plan politique, familial. C'est une femme parfaite. Elle est mère, épouse, mère et oblate bénédictine. Et il est bon de se rappeler son enterrement, le dernier enterrement avec toute la pompe impériale à Vienne. C'est une histoire qui est à la fois proche et lointaine. Votre père, à la demande, je pense, de l'empereur, avait essayé de ménager une paix séparée. On sait très bien que les puissances des ténèbres, appelons-les par leur nom, les frères Trois Points avec Clémenceau en tête, ont fait capoter le projet. Que faut-il retenir d'autre? Elle est restée veuve très longtemps, donc c'est un modèle de vertu. Quand on pense au laxisme, au relativisme moral, même qu'on a entendu des paroles des fois scandaleuses à Rome sur la sainteté du mariage et ses obligations, c'est un modèle, comme le fut d'une autre manière Jean-Paul II à la fin de sa vie, en apprenant à endosser la souffrance. Quelle leçon! Et Zita venait régulièrement en France, entre autres à Solesmes, et normalement un procès de canonisation est introduit dans le lieu du décès. Or c'est à Solesmes, tout simplement à cause des liens très étroits entre votre père, qui est enterré vivre à Solesmes, et l'impératrice, qui avait le droit d'ailleurs d'entrer en clôture. D'ailleurs c'est un privilège de toutes les familles régnantes, mais je pense qu'elle avait même pensé à la vocation. Donc on peut retenir de l'impératrice, et je vous cédais la parole, monseigneur, c'est la femme parfaite qu'évoque l'Évangile, enfin pas l'Évangile, l'Ancien Testament. Et tout ce que je peux dire, quand j'étais enfant, j'ai connu un peu votre père, j'ai connu des gens qui étaient proches de lui, et ça m'a profondément marqué. À vous, monseigneur. Non, chut. Si. Non, non. Applaudissez parce que non. les introductions... Surtout. Non, alors là, je préciserai quand même, j'insisterai. Les introductions générales des frères Thierry sont tellement remarquables que véritablement, on est totalement projeté dans le sujet, sur le thème. On est inondé d'intelligence et convaincu de la valeur du thème qui va être prononcé. C'est le danger d'ailleurs, parce que quand j'entends le frère Thierry s'exprimer, j'ai l'impression que la conférence est dite et que la messe est faite. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais ce serait un bonheur de pouvoir vous entendre plus souvent. Et j'aimerais qu'au lieu d'une introduction à une conférence, ce soit vous qui fassiez la conférence. Dans le sujet, pour le sujet plutôt qui nous intéresse aujourd'hui, je dois d'abord prononcer les plus plates excuses d'avoir décalé le thème de cette conférence de 2 ou 3 semaines, parce que j'avais quelques soucis hors de France et il fallait régler certaines affaires. Donc je tiens à vous prier de m'en excuser. Nous arrivons ce soir au risque que vous avez pris d'écouter l'individu en question, et je pense que le sujet de ma tante est un sujet très important. C'est important parce que le frère Thierry l'a admirablement dit, elle représentait véritablement la droiture, la vertu constructive. Elle n'était pas du tout une grenouille de bénitier, elle était une vraie chrétienne. Et c'était vraiment la chance que j'ai eue, quand nous l'avons souvent connue,
de pouvoir admirer cette intelligence de la foi et de la religion, à travers elle. J'ai du mal à en parler pour une raison stupide, qui est tout à fait à moi. C'est-à-dire, quand on connaît trop une personne, quand on a vécu très longtemps et très souvent avec cette personne, on a totalement oublié, surtout quand on est un peu enfant, mais même adulte, je l'ai connu jusqu'à 40 ans, de lui poser des questions. On est tout le temps avec elle, on la rencontre du matin au soir, et on a une telle habitude d'être présent face à elle qu'on oublie de lui poser des questions auxquelles elle aurait certainement très bien répondu si on avait eu l'initiative de le faire. Donc je me reproche cette paresse intellectuelle dont j'ai été malheureusement la référence pour quelque temps. Il est vrai que je pense que vous avez le même problème avec vos parents. Vous avez l'habitude de vivre avec vos parents, vous ne leur posez jamais de questions, ou rarement. Parce que vous avez trop l'habitude, vous ne pensez pas leur poser des questions, et c'est souvent très dommage. Dans son cas, c'est encore plus dommage, étant donné les expériences qu'elle avait connues comme jeune fille, comme jeune femme, comme impératrice, bien entendu. Et comme veuve, très certainement. Alors, il est vrai que la première occasion qui m'a été donnée de la rencontrer, j'avais 7 ans. J'étais un vieillard déjà, et mon père avait pensé. Mon père était un homme qui avait toutes les qualités que je n'ai pas, et aucun défaut qui sont les miens, mais il avait une seule petite c'est léger caractéristique qui, hélas, est aussi la mienne. Nous n'étions pas très organisés en famille. Ma mère l'était, mon père un peu moins, et moi pas du tout. Et donc, mon père a décidé, c'était en 1948, de nous embarquer tous dans un Liberty Ship pour les États-Unis. C'était juste après la guerre, et il souhaitait que nous, en tant que famille, en tant qu'enfants, puissions rencontrer ma grand-mère, la duchesse régnant qui avait régné sur Parme, qui était fille de Don Miguel de Portugal, et sa fille, l'impératrice Zita, qui s'était retrouvée au Canada d'abord, aux États-Unis ensuite, et de nouveau au Canada. Et mon père pensant qu'on ne sait pas ce qui allait arriver, plus tard, il serait très dommage que nous n'ayons pas pu les connaître. Donc nous sommes tous partis dans ce foutu Liberty Ship. Foutu parce que les Liberty Ship, on ne le sait pas toujours, étaient des vaisseaux construits par les États-Unis pour transporter des soldats américains en Angleterre, au but évidemment d'envahir la France par la suite. Et ces vaisseaux ne devaient servir qu'une fois. Une fois parce qu'ils étaient mal boulonnés et ils n'auraient pas pu servir 3 ou 4 fois ou trop de nombreuses occasions. Donc c'était juste un transport qu'on devait pratiquer entre les États-Unis et l'Angleterre. Le problème est que certains armateurs grecs, ayant compris l'intérêt qu'ils y trouveraient, ont racheté pour 3 sous tous ces Liberty Ships et ont continué à les faire naviguer. Évidemment, ils coulaient. Ils coulaient, mais ça n'inquiétait pas trop les armateurs, parce qu'il y a une loi grecque qui veut que tout incident maritime qui soit hors du port, qui ait lieu hors du port, on ne puisse pas vérifier l'origine et la raison du fait que le bateau avait coulé. C'était une tradition qui, je crois, se maintient dans le droit grec, si bien que le fait que les Liberty Ships coulent avec les marins ne posait pas un problème trop assidu ou trop grave pour les armateurs grecs. Vous comprenez leur vertu. Eh bien voilà, mon père ne connaissant pas ces détails, nous avait tous embarqués dans ce Liberty Ship. Nous sommes partis à 3 Liberty Ships de La Rochelle, je devrais m'en rappeler, de La Rochelle pour aller vers Philadelphie. Nous étions 3, on embarque, on démarre, on arrive à moitié, à milieu de l'Atlantique. Une tempête très violente se développe. La tempête se développe à tel point qu'on aurait pensé à une tempête du Pacifique. Et
les autorités grecques décident de maintenir les deux bateaux qui continuaient et le nôtre, à cause de nous, de repartir en arrière. Heureusement, parce que la tempête était épouvantable, les deux bateaux ont coulé. Ils ont coulé, il n'y a pas eu trop de marins noyés parce qu'il y avait le paquebot qui n'était pas loin et qui ont sauvé les malheureux imprudents. Et nous avons été très secoués, ce qui m'a valu une intéressante étude zoologique parce que sur le pont, il y avait des caisses de poules, de poulets pour nourrir les marins qui étaient tous grecs communistes. C'était au moment de la Révolution, plutôt de la tentative de révolution en Grèce en 1947-48. Communisme très sympathique. Et la tempête était très violente. Les enfants se rétablissent assez vite du mal de mer. Donc je m'agrippais sur le pont et je me retrouvais, vu la taille immense qui était la mienne, à la hauteur des cages à poules. Et je constatais avec beaucoup d'intérêt que les poules connaissaient le même problème des humains, ils dégobillaient. C'était très intéressant pour moi. Il y avait aussi une autre poule qui était très proche du commandant. Elle s'appelait Mademoiselle Sergent. Elle était pour moi la beauté caractérisée, pour mes 7 ans. Elle avait des cils comme ça, des ongles rouges comme ça. Enfin, pour moi, c'était l'admiration totale. Que dans ma famille, ce n'était pas tellement la tradition de se peinturer de cette façon. Donc, mon père me rétablissait très rapidement de la sympathie que j'avais à cet âge pour Mademoiselle Sergent. Nous arrivons finalement à Philadelphie et arrivant au port, nous voyons, enfin je vois deux voitures qui nous attendaient. Or, nous avions en France, en tant que voiture, une camionnette Peugeot 203 des années 38-39. C'était pour moi le luxe total, et puis aussi une toute petite Fiat italienne. De ces grandes voitures, Dodge, alors je me rappelle que c'était une Dodge et une Plymouth. J'ai une très mauvaise mémoire, mais pour la Dodge et la Plymouth, je me rappellerai jusqu'à ma mort. Bleu nuit avec des pneus blancs, je trouve ça admirable. Et donc le porte s'ouvre et l'impératrice descend de la voiture pour monter sur l'échelle coupée pour retrouver mes parents. Et ça a été donc la première occasion que je puisse rencontrer l'impératrice. Et j'ai un souvenir assez étonnant de ce moment, car elle était toujours en très grand deuil, un deuil de haut en bas littéralement. Et cette femme, alors que tous les enfants considèrent qu'au-dessus de 30 ans, on est des vieillards, je la voyais tout de noir habillée, une toute jeune femme. Elle était restée très jeune, très longtemps. Et même l'enfant que j'étais, qui aurait dû considérer qu'elle était âgée, il faut dire qu'elle n'était pas si âgée que ça, elle devait avoir 50 ans. Mais enfin, c'était pour moi une grande surprise de voir une tante jeune. J'étais très impressionné. Ensuite, évidemment, dans ces voitures, nous sommes partis vers la maison qu'ils avaient louée à Tuxedo Park. Là, j'ai un peu été moins enthousiaste parce que j'ai appris que ma grand-mère et ma tante avaient décidé de me mettre au collège. J'étais moins enthousiaste, mais enfin, il a bien fallu que j'obéisse. Et je revenais quand même assez souvent à la maison, où je maltraitais un peu le chat de ma tante Zita. Ce n'est pas bien du tout. C'était un beau chat un peu sauvage qu'elle avait gardé. Et cette maison en bois, une belle maison en bois, avait au-dessous des espèces comment dirais-je, de tunnels, de petits tunnels naturels, où logeaient des bêtes puantes, des skunks. Jolies petites bêtes noires et blanches qui puent particulièrement fort. Et alors, je me suis mal comporté avec ma tante Zita pour la première fois. J'ai adopté un peu le chat aussi de ma tante et je le balançais dans la chambre de ma tante, répandant cet animal une puanteur tout à fait caractérisée. Elle n'a pas beaucoup reconnu ce geste de partage, mais j'en garde un souvenir éhonté maintenant. Ma grand-mère aussi a subi ce genre de visite, mais elle était beaucoup plus sévère que ma tante. Et pendant toute cette époque où nous étions aux États-Unis, d'abord, puis au Canada, nous étions donc tous les jours avec elle et avec ma grand-mère. Et elle était vraiment la dignité, la droiture, la gentillesse et encore une fois
la qualité de l'attention de l'adulte vis-à-vis de l'enfant. Ma grand-mère, que Dieu l'ait en sa garde, était une femme admirable quant à la vertu, mais quant à la forme d'éducation, elle ressemblait un peu au bénédictin que j'ai connu par la suite. Ce n'est pas toujours un compliment. Et donc j'avais un grand respect pour ma grand-mère, une grande admiration pour ma tante. Et puis nous avons vécu 2 ans pratiquement tout le temps ensemble, entre l'Autriche, entre le Canada et puis les États-Unis. Par la suite, en 1950, elle rentre, elle passe par la France et elle rentre au Luxembourg. Elle rentre au Luxembourg où elle restera très longtemps jusqu'à la mort de ma grand-mère, sa mère, puis elle s'installera par la suite à Zitzers, en Suisse, dans l'île Grison. Elle restera 20 ans avant de nous quitter. Si je parle de façon un peu personnelle de ma tante, c'est une introduction à l'idée que je me fais, à l'image que je garde d'elle, pour expliquer l'historique de cette personnalité, depuis ses fiançailles jusqu'à la Révolution et ensuite jusqu'à la guerre et le retour ensuite en Europe. Le frère Thierry a dit avec une précision totale ce que je pense de l'historique de cette guerre, de la Première Guerre mondiale, et du rôle qu'elle a eu et que l'empereur a eu dans ce cadre. Je peux poser des questions sur un passé ancien, mais quand même, j'avais posé par hasard la question sur l'archiduc François Ferdinand. Et j'ai ressenti chez elle une admiration pour son intelligence. Je ne suis pas sûr que cette admiration soit confondue avec l'affection. C'était différent. Mais elle avait beaucoup d'admiration pour les réflexions qu'il avait eues dans le passé et le projet qu'il avait en pensant succéder à l'empereur François-Joseph. À ce sujet, parce que j'ai peur d'oublier par la suite, j'ai appris quelque chose d'elle qui était très intéressant. C'est que l'empereur Guillaume II et l'archiduc François Ferdinand s'entendaient très bien. Ils étaient vraiment proches mentalement l'un de l'autre. Et l'empereur Guillaume II n'a jamais été aussi militariste qu'on a prétendu. C'était une apparence, ce n'était pas une réalité. L'empereur Guillaume II avait toujours dit à l'archiduc François Ferdinand que quand il succéderait à l'empereur François-Joseph, il se trouvait en face d'une situation difficile parce qu'il avait dû renoncer par son alliance, par son mariage, à la succession pour ses enfants, lui resté archiduc et qui viendrait empereur, mais ses enfants ne pourraient pas succéder à la couronne d'Autriche. Et pour François Ferdinand, c'était très pénible. Il avait dit, et ça c'était assez intéressant, que quand il succéderait à son père, François-Joseph, Guillaume II lui abandonnerait la Lorraine, puisque, comme Habsbourg était duc de Lorraine. Alors, la Lorraine, c'était pas toute la Lorraine. C'était 2 évêchés sur 3. C'était un évêché sur 3. C'était donc les 3 évêchés, c'est tous les Verdun. Donc Verdun était resté français, Toul était français, Metz était resté allemand. Et ce geste de Guillaume II était très important parce que ça aurait légitimé complètement la position de cette partie de la Lorraine par rapport aux prétentions françaises. Ce n'était plus l'Autriche qui était, ou l'Allemagne qui dominait en Lorraine, c'était les souverains dynastiquement légitimes. Ça n'a pas pu se faire puisque François Ferdinand a été assassiné et que le drame a été indiscutablement que la mort de François Ferdinand a provoqué la guerre mondiale d'une façon indirecte. D'une façon indirecte parce que l'Allemagne, jusque-là, et l'Allemagne et la Russie s'entendaient très bien. Ça s'était toujours très bien entendu d'ailleurs. Il n'y a aucune raison de pouvoir voir s'opposer ce pays à l'autre.
Alors l'Angleterre veillait. J'ai déjà raconté l'histoire ici, je crois, donc je ne voudrais pas vous ennuyer à nouveau pour parler de ce thème qui a touché indirectement ma tante. Mais en quelques lignes très brèves, je dirais que l'Angleterre veillait. Et il fallait absolument créer une rupture entre ces deux pays, pour des raisons économiques et industrielles en particulier. Mais si j'ai parlé de cela, vous levez la main et vous dites que vous en avez assez d'entendre ce sujet-là. Vous me le dites, hein? Je crois l'avoir dit, je ne voudrais pas me répéter. Et puis ça va vous ennuyer beaucoup trop, je peux passer à d'autres questions ensuite. Toujours est-il que je ne vais pas continuer, je vois qu'il y a un consensus pour que je ne répète pas l'affaire. Vous pouvez répéter. Enfin, en deux mots, donc l'Angleterre, vous voyez, dans l'Allemagne et dans la Russie, deux pays qui connaissaient un développement industriel très important, et que s'ils continuaient à développer cette industrie lourde, industrie de transformation, industrie légère, tout le monde en faisait, l'Angleterre risquait qu'il y ait une compétition sur la navigation commerciale maritime. Or, elle régnait sur toutes les mers à l'époque. Et si l'Allemagne et la Russie développaient leur industrie, ils seraient amenés à développer leur exportation, et en développant l'exportation, développer la marine commerciale. Ça, ils n'en voulaient surtout pas. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont tenté de créer une tension artificielle entre l'Allemagne et la Russie, en prétextant l'affaire serbe, ou plutôt l'affaire de la Bosnie-Herzégovine. Pour cela, ils ont organisé l'assassinat de la famille Obrenović, qui régnait sur la Serbie à l'époque, pour placer les Karađorđević, qui était une dynastie tout à fait artificielle et usurpatrice, et pour les placer pour que cette dynastie puisse développer une véritable tension entre ces deux pays sous le prétexte de la Bosnie-Herzégovine. Et c'est ainsi qu'on développera tout à fait artificiellement un problème d'avant-guerre, de pré-guerre entre l'Autriche, l'Allemagne bien sûr d'un côté, la Russie de l'autre. L'Autriche n'était pas très industrielle, mais l'Allemagne l'était. Et cette tension est aggravée par le fait que le rôle du grand-duc Nicolas. Le grand-duc Nicolas, cousin germain de l'empereur Nicolas II, le grand-duc Nicolas était généralissime de l'armée russe, avec une certaine notoriété, mais très haut gradé dans la franc-maçonnerie. Et donc très obéissant à la cour de Saint-James. Et c'est lui qui a provoqué une tension plus violente, plus agressive, pour amener les Serbes à devenir absolument désastreux dans la tension qu'ils ont amenée, et puis dans l'assassinat par la suite, bien sûr, de l'archiduc François Ferdinand. Ma tante, à l'époque, était épouse de l'archiduc héritier, puisque l'archiduc François Ferdinand ne pourrait pas faire succéder ses enfants, mon oncle Charles devait lui succéder. Mais ils avaient une certaine tranquillité sur la bonne santé de François Ferdinand, et donc il pourrait vivre encore 20 ans. Et malheureusement, l'assassinat fait ce que l'on sait, et l'archiduc Charles devient héritier beaucoup plus rapidement que prévu. La guerre se déclenche, c'est inutile de revenir dessus, et François-Joseph meurt en 1916. Il meurt en 16, et oui, François-Joseph était un personnage tout à fait attachant, mais tout à fait conservateur, sans savoir être traditionnaliste. Et c'est peut-être le drame de son époque et de son règne, d'avoir donné l'impression qu'il maintenait, mais qu'il ne continuait pas à faire avancer ses empires, ses royaumes. Et indiscutablement, nous voyons déjà cela bien avant la guerre de 14, nous voyons ça au moment de l'unification italienne,
il ne peut pas résister à cette unification italienne du fait de la complicité entre Napoléon III et le roi de Prusse, car on oublie que le roi en Prusse plutôt, on oublie que le roi en Prusse et Napoléon III étaient complices pratiquement jusqu'à la guerre de 70. Ça, on l'oublie. Et l'unification italienne a provoqué évidemment la disparition des États indépendants et souverains, dont le duché de Parme, dont le royaume des deux Siciles, et les États Habsbourg de l'Italie du Nord. Quelques années plus tard, en 1870, la guerre franco-prussienne des deux complices qui se battent entre eux, c'était une chance extraordinaire pour l'Autriche et pour François-Joseph de reconquérir très facilement, de reprendre tout de suite en main tous ces États italiens que personne n'aurait pu défendre, ce qu'il n'a pas fait. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'était plus un conservateur qu'un traditionnaliste. Beaucoup plus tard, nous sommes déjà donc en 14, enfin avant 14, et on voit véritablement toute la stratégie qu'a très bien précisé le frère Thierry du rôle de la franc-maçonnerie avec Clémenceau qui déjà intervient en devenant très ami de l'archiduc Rudolf. Et cette amitié coûtera la vie à l'archiduc Rudolf d'ailleurs. Et ma grande-tante Zita, non pas tante Zita, ma grande-tante Marie-Thérèse, qui était sa tante et ma grande-tante, était l'épouse du frère de l'empereur François-Joseph, de l'archiduc Karl Ludwig, Charles-Louis, et était très proche de son beau-fils, l'archiduc Rudolf. Et elle espérait pouvoir redresser un peu les fantaisies et la vie un peu distraite, disons, de l'archiduc Rudolf. Parce qu'elle l'aimait beaucoup. Et l'archiduc Rudolf aimait beaucoup sa tante, malgré qu'elle soit assez raide quant à certaines façons de se comporter. L'archiduc, ça ma grand-tante l'a raconté, et puis surtout ma tante Zita par la suite, que lorsque dans l'affaire de l'assassinat de Rudolf, quelques semaines avant, quelques mois avant, Rudolf vient se confier à ma tante Marie-Thérèse, donc ma grande-tante Marie-Thérèse, pour lui dire qu'il avait un souci réel, il s'était beaucoup trop engagé avec des personnalités très contraires à la tradition et aux intérêts habsbourgeois, et qu'il fallait qu'il rompe tout de suite avec eux, il avait décidé de rompre. Et ma grande-tante Marie-Thérèse, qui était sévère mais intelligente, lui a dit, écoute, Rudolf, tu n'aurais jamais dû faire prendre ses relations et ses contacts, mais maintenant que tu l'as fait, surtout n'interromps pas, ne brutalise pas, parce que ça peut te perdre. Ton père n'est plus tout jeune, il est même très âgé, il va mourir bientôt, malheureusement pour lui, mais quand il sera mort, tu seras empereur, et à ce moment-là, tu peux détourner les complicités que tu as engagées avec trop de personnes, quand tu seras souverain. Mais avant, ne le fais plus, c'est trop dangereux pour toi. Il n'a pas écouté. 3 mois ou 4 mois après, c'est l'assassinat dans le chalet que vous savez. Et ma grand-tante, et donc tante, l'impératrice Zita, est appelée la première pour assister à la reconnaissance de son neveu. Et elle arrive au chalet qui s'appelle je ne sais plus comment, mais tout le monde le sait sauf moi, bon. Et elle arrive dans la chambre de l'archiduc Rudolf. L'archiduc Rudolf avait été habillé par son gardien, comme garde-chasseur, son chasseur-garde, et elle lui prend la main du mort, mais pas la main qui venait de mourir quelques heures avant. Et elle a toujours raconté, il y avait 2 doigts qui manquaient. On avait mis une sorte de sciure de bois, mais il y avait 2 doigts qui manquaient. Or, quand on se suicide, on ne se coupe pas les doigts avant, que je sache. C'est pas évident en tout cas. Donc il n'y a aucun doute qu'il ait été assassiné. Et d'ailleurs, sa maîtresse, la malheureuse qui a été tuée avec lui, aurait été donc assassinée par lui, tuée par lui avant de se suicider lui-même. Et c'est très curieux parce que l'archiduc Rudolf avait une habitude que tout le monde connaissait complètement, totalement et absolument. Il ne supportait personne dans sa chambre, encore moins sa maîtresse. Il allait dans la chambre de sa maîtresse tout le temps, mais il ne laissait jamais sa maîtresse et même sa femme à être dans sa chambre.
C'est curieux qu'elle soit descendue dans sa chambre et qu'elle se fasse tuer avec lui. Toujours été, ou par lui plutôt. Donc ma tante était très, très ferme sur les positions qu'elle avait eues quant à la mort de l'archiduc Rodolphe, parce que quand l'empereur François-Joseph va mourir, il fait venir l'archiduc Charles, futur empereur Charles, et ma tante, future impératrice, Lucetta. Il est tout à fait lucide, totalement normal intellectuellement. Il va mourir, mais il est lucide. Et il dit à mon oncle et à ma tante, je vous demande de réaliser un serment. C'est que la première chose que vous fassiez après ma mort, dans les heures qui viennent, c'est de faire venir tous les documents qui correspondent à la mort de mon fils. Je veux que vous les connaissiez, mais après ma mort. Il fait venir lui-même devant mon oncle et ma tante la cassette correspondant à ce dossier. Ma tante voit les dossiers, disons, vérifiés par l'empereur François-Joseph, devant elle, devant l'empereur Charles. Il referme la cassette, le redonne au grand maréchal de la cour, et il meurt quelques heures après. Et comme mon oncle et ma tante avaient promis à lui, la première chose qu'ils font, c'est de faire revenir la cassette réunissant tous les dossiers correspondant à la mort de Rodolphe. Ils l'ouvrent, alors qu'ils avaient vu quelques heures avant, il y avait du papier journal. Le grand maréchal de la cour avait fait disparaître le prince de Montenegro. Le prince de Montenegro a été chassé, il n'est pas moins vrai que les documents ont été perdus. Sauf peut-être ceux qui sont restés auprès du Vatican, enfin on ne les connaît pas encore. Donc ma tante était restée très marquée par ce drame. Et beaucoup plus tard, nous sommes déjà une dizaine d'années avant sa mort, une quinzaine d'années avant sa mort, elle qui s'était jamais accordée d'accepter de faire une interview à la presse. Elle suivait très bien la presse, tous les journaux, toutes les revues, elle ne disait jamais rien, sauf à nous, bien sûr. Elle décide d'accepter de réaliser un interview, et elle dit cette chose, elle dit, le seul devoir que j'ai, avant ma mort, parce que je l'ai promis à l'empereur François-Joseph, c'est de dire ce que je sais. Pas tout ce que je sais, mais ce que je sais, et en plus, ce que je sais que l'on m'a caché, qu'on nous a caché. Et son fils, dont je ne veux plus dire des choses qui pourraient être désagréables, l'archiduc Otton, homme très brillant, très intelligent, mais d'une option très différente à celle de ses parents, est arrivé, il a fait une scène épouvantable, en prétendant lui interdire de continuer à parler dans la presse du rôle de la franc-maçonnerie. Revenons encore en arrière, et pardon du désordre de mon exposé. Voici que la famille de mon grand-père est réunie entre trois endroits, entre l'Autriche, entre l'Italie, la Villa Pianore, l'Autriche, Schwarzau, le château de Schwarzau, et la France, bien entendu, à Chambord. Et ma tante Zita a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, 17 ans, entre ces trois espaces, avec mon père et mon oncle Sixte, etc. Donc il y avait une vie de famille extrêmement proche, extrêmement intense, et je crois vraiment d'un bonheur total entre toute cette famille qui était à la fois, si je peux dire, qui représentait la foi et l'espérance. Quant à la charité, c'était le rôle de mon grand-père. Mais véritablement, cette famille a été vraiment imbibée par le sens du christianisme au plus haut niveau. D'où le fait que beaucoup plus tard, trois de ses sœurs deviendront bénédictines, comme l'a dit très justement le frère Thierry. Elles sont encore enfants, puis très jeunes, entre ces trois châteaux, que l'on rejoignait par des trains privés, c'était très sympathique à l'époque. Et la guerre mon grand-père meurt en 1907, et ma grand-mère donc est devenue celle qui a géré la famille jusqu'au mariage de tous ses enfants. Et donc ma tante Zita était très proche d'elle, très très proche, jusqu'à sa mort d'ailleurs, et elle est, à l'âge de 17 ou 18 ans, le roi Alphonse XIII demande sa sœur aînée en mariage, et ma tante Zita décide de refuser,
parce qu'on n'épouse pas un usurpateur. Et donc, quoique la mère d'Alphonse XIII était archiduchesse d'Autriche, Marie-Christine, qui est une femme très intelligente, qui avait été carliste dans sa jeunesse. Elle avait suivi les guerres carlistes avec Don Carlos, puis elle avait été mariée à Alphonse XII, et du coup elle avait oublié et le carlisme, et surtout elle s'était opposée très violemment à l'héritage carliste par la suite. Mais ma grand-mère refuse Alphonse XIII pour sa fille, mais accepte bien entendu la proposition de l'Autriche pour que ma tante Zita épouse l'archiduc héritier Karl. Cérémonie superbe et un suivi très intense des deux familles ensemble cette fois-ci. Je dis bien cette fois-ci parce que la maison d'Autriche et la maison de Bourbon n'ont pas toujours été une affection réciproque intense. Mais à partir de ce moment-là, il n'y avait pas de raison de s'opposer et tout va pour le mieux. L'archiduc Karl donc, épouse chez mon grand-père, ma tante Zita, et ça en 1911, je pense. Et voilà que la guerre se présente très rapidement et que l'archiduc Karl est appelé à prendre des commandements dans des régiments, ou plutôt sur des structures militaires au plus haut niveau. Et ma tante est amenée à revenir sur la ville, sur le palais de Vienne. Et puis, bien entendu, aussi le château à côté de Vienne, le château impérial. Ça se passe très bien au début, jusqu'en 1900, début de 14. L'archiduc est tué, évidemment, juste avant. Et voilà que l'archiduc devient l'archiduc héritier, Karl, et en 1916, donc François-Joseph meurt. On est en pleine guerre, et là, le rôle de ma tante et de mon oncle devient très important. C'est vrai qu'ils ont régné peu de temps, vous le précisiez tout à l'heure, mais cette époque, ce moment a été extrêmement important pour la modification de la guerre. En 1916, les impériaux sont gagnants, totalement gagnants, et les alliés totalement perdants. Si perdants que jusqu'en avril 18, ce sont les impériaux qui gagnent, et pas les alliés. Le rôle de l'empereur Karl, cette fois-ci, et de l'impératrice Zita était d'autant plus héroïque que, gagnant, il n'avait pas de raison de proposer la paix. Or, l'empereur Charles voulait la paix à tout prix, avec beaucoup de lucidité d'ailleurs, quoique gagnant. Il essayait de convaincre l'empereur Guillaume II, qui n'était pas tellement opposé comme on l'a dit, mais qui lui a répondu que l'état-major allemand ne pouvait pas accepter de faire une acceptation de paix à partir du moment où ils étaient en train de gagner. On peut comprendre très bien cela, si bien qu'à ce moment-là, l'empereur Karl, qui veut à tout prix quand même la paix, décide d'engager ces fameuses tentatives de paix séparées où il implique mon père et mon oncle Sixte. Par le biais de l'impératrice qui se réunit en Suisse avec eux pour arriver à cette situation. Mon oncle et mon père étaient colonels de l'armée belge, étaient en pleine décision d'artillerie quand ils reçoivent des ordres de la reine Elisabeth de Belgique, qui était cousine germaine de mon père et donc de l'impératrice Zita, pour qu'ils sortent momentanément de l'armée belge et qu'ils se retrouvent en Suisse avec l'impératrice Zita. Et l'impératrice Zita leur remet la fameuse lettre secrète qui ne devait être exhibée ou montrée qu'auprès des chefs d'État alliés, c'est-à-dire le président Poincaré en France et Lloyd George en Angleterre. Mon oncle et mon père arrivent auprès de Poincaré et ont la surprise de constater que Poincaré est d'accord. Poincaré avait été très pro-guerre en 14, mais il n'était plus du tout en 17, parce qu'il y avait eu trop de pertes humaines, et il était quand même très intelligent, et il trouvait que c'était assez abominable, et donc accepter une paix qui était très intéressante pour lui, en plus. Donc il est d'accord. Le ministre de la guerre à l'époque, c'est Lyautey.
Et Lyautey est d'accord aussi, parce que Lyautey est lorrain et il aime l'Habsbourg. Tout va bien. Puis ils vont en Angleterre voir Lloyd George, et Lloyd George, qui avait été lui aussi belliciste en 14, ne l'est plus du tout, en 17 plutôt, et rejoint tout à fait les propositions de la lettre secrète. Tout va donc bien, jusqu'au moment où le général Lyautey, pour une raison qui n'a strictement rien à voir avec cette affaire, mais tout à fait différente, donne sa démission de ministre de la guerre, sans se rendre compte qu'en donnant sa démission de ministre de la guerre, il faisait tomber le gouvernement. Et c'est à ce moment que Clémenceau attendait pour arriver au pouvoir avec tous son gang de gangsters, et Berthelot et autres. Ribot, Berthelot, absolument. Bon, nous savons ce qui s'ensuit. La guerre, les États-Unis décident de rentrer en guerre et indiscutablement ça changera le cours de l'histoire contemporaine. Maintenant, et nous arrivons maintenant de nouveau au rôle précis de ma tante Zita. C'est un peu ce qu'on me demande. Le rôle précis de ma tante, c'est quand ils partent pratiquement en exil, quand ils sortent de Vienne en pleine révolution. Ma tante souhaitait, on ne me l'a jamais dit, mais je le sais par mon père, souhaitait que mon oncle n'abdique pas. On pouvait sortir de Vienne et rejoindre des régiments toujours fidèles. Il se serait battu avec ce régiment fidèle et il aurait regagné très facilement Vienne. C'est un peu comme à la Révolution française. Si malheureusement le roi avait laissé prendre la famille royale, il n'y aurait pas eu de mort. Et là, je dois dire que l'empereur Charles avait décidé d'abdiquer sous des différentes pressions, du fait de son caractère, qui était certainement celle d'un saint, pas forcément celle d'un souverain, celui d'un souverain. Et on retrouve un peu ce même défaut sous Louis XVI déjà, et avec, bien entendu, d'autres cas souverains. Peu. Donc il décide d'abdiquer. Ma tante insiste beaucoup qu'il ne le fasse pas. Et elle ne peut pas forcer l'empereur. Et quand elle voit que l'empereur a décidé d'abdiquer en faveur de son fils, elle ne peut pas l'en empêcher. C'est peut-être un des grands sacrifices de ma tante d'avoir très bien compris qu'est-ce qu'il fallait pour sauver l'Empire et de ne pas avoir pu convaincre le décideur de cet empire. Elle commandera une grande discrétion, c'est un peu par mon père, mais jamais par elle que je l'ai su, bien entendu. Et je pense que c'est un peu, je ferai encore une comparaison entre le drame de la Révolution française et celui qui a failli l'être de la famille autrichienne. C'est que les deux souveraines, la reine Marie-Thérèse, la reine Marie-Antoinette et la princesse avaient compris qu'il fallait se battre. Et les souverains, non. C'est le grand drame. Je crois qu'il faut que, quand on est souverain, qu'on ait une vocation du pouvoir tellement marquée qu'on ne doit pas céder à une vertu peut-être trop scrupuleuse. Mais c'est un point de vue tout à fait personnel. Toujours est-il que nous savons par la suite que l'empereur est exilé d'abord et l'impératrice. Donc d'abord l'impératrice et l'empereur sont faits prisonniers par les révolutionnaires, on l'oublie. Mon père à ce moment-là, apprenant cela, repart tout de suite à Londres voir Lloyd George. Et je dois dire que Lloyd George, pour un Anglais, s'est très bien comporté. Il a dit, je ne veux pas être responsable du massacre d'une deuxième famille impériale. La famille impériale russe venait d'être tuée. Je ne veux pas être coupable d'une deuxième famille impériale. Le roi George m'a interdit de m'interposer dans le cas russe, alors que c'était nos alliés. Cette fois-ci, je vais m'expliciter pour sauver la famille impériale autrichienne, malgré le roi George. Et c'est à ce moment-là qu'il fait armer 2 bateaux et pour sauver la famille impériale autrichienne. Et ils partent à Madère. À Madère, l'empereur, qui avait une belle apparence, mais une santé très faible, est atteint par des complications pulmonaires, et vous le savez tous, il meurt très rapidement. Et pour l'impératrice, c'est un drame épouvantable de perdre son mari qu'elle adorait, mais aussi
d'avoir la responsabilité toute jeune encore. Son dernier enfant n'était pas né. Il est mort posthume, c'était Élisabeth qui est morte posthume, qui est née posthume, pardon. Et pour elle, c'est vraiment une situation épouvantable. Les fonds, il n'y a plus de fonds financiers. Ils ont vécu dans les plus grandes difficultés à Madère. Et par la suite, ils sont partis en Espagne, à Lekeitio, dans les Pays Basques, où ils ont été bien accueillis. Et ils sont restés quelques années à Lekeitio. Puis la situation évoluant très mal en 1931, c'est le début de la révolution espagnole contre les usurpateurs, mais une révolution quand même. Ils sont obligés de partir de Lekeitio, qui était déjà pré-rouge à l'époque. Ils vont vers Stenocazel, en Belgique, où la reine Élisabeth régnait encore. Donc à Stenocazel, ils vivront jusqu'à la guerre de 40. En 40, ils partent de Belgique, juste au moment où les Allemands arrivent. Ils arrivent chez ma mère, au château de Bost, en Bourbonnais, où ils resteront quelques semaines, avant de continuer vers le Portugal, où Salazar les recevra. Et de là, ils repartiront vers les États-Unis. Et vous connaissez tout aussi bien la situation par la suite. Donc, nous voyons une personne chez ma tante Sita, totalement consciente de la situation dès le départ, totalement capable de pouvoir si elle avait eu une autorité souveraine, peut-être, corriger le mouvement, ne pouvant pas le faire, et c'est, je crois, un grand sacrifice pour la reine Marie-Antoinette déjà, pour l'impératrice Rita après, de pouvoir savoir ce qui va se passer, en avoir conscience, et ne pas pouvoir modifier les critères du grand décideur qu'est le souverain. Elle a toujours eu une immense discrétion sur cette période de sa vie, sur plutôt les scrupules ou la douleur qu'elle pouvait être de savoir pouvoir sauver et de ne pas sauver. Et je pense qu'elle ne l'a jamais dit à nous, à moi, des petites à mon père, mais pas à moi, parce qu'elle était tellement respectueuse de son mari que jamais elle ne voulait faire croire qu'il y avait peut-être eu une certaine hésitation de la part du souverain. Jamais elle ne l'a dit, jamais elle l'a fait comprendre. Et je veux dire que c'est déjà un acte d'héroïsme que de devoir se taire dans certains cas. L'empereur Charles a été, vous savez, par la suite devenu non pas canonisé, mais béatifié par un Jean-Paul II qui ne trouvait dans cette béatification, je crois un peu, que l'idée de rappeler que son père avait été officier autrichien et que je crois qu'il était très lié avec l'archiduc Otto aussi, ce qui ne m'étonne pas. Et je ne suis pas sûr que la béatification ait été totalement voulue consciemment par Jean-Paul II, qui était un peu fatigué cérébralement. Mais toujours est-il qu'il a quand même heureusement béatifié, ne nous plaignons pas. Et c'est bientôt, j'espère, le sort de l'impératrice. Mais je pense que j'ai un grand regret. C'est que la précipitation de la canonisation, plutôt de la béatification, a été excessive, pour la raison suivante. Si on avait attendu que l'impératrice Zita soit dans la même situation après sa mort que celle de l'empereur Charles, la béatification au même moment du même couple impérial aurait été beaucoup plus impressionnante, aurait créé un choc beaucoup plus important dans l'Église catholique que la béatification successive. Ce qui est déjà pas mal, ne nous plaignons pas. Mais je crois que ça aurait fait un choc beaucoup plus psychologique si les deux avaient été béatifiés en même temps. Surtout dans le cadre que nous connaissons d'une famille, des principes d'une famille complètement dissociée. C'était très bien, je crois, très beau que cette famille impériale puisse être reconnue comme une référence pour la foi et pour la chrétienté, pour la christianité. Je crois réellement que c'était un peu une précipitation, un retard. Peu importe, si ça se fait, c'est très bien et c'est une grande espérance. Ensuite, je pense que ces enfants et petits-enfants feront tout pour soutenir cette cause juste et légitime. Il se trouve que finalement, ils m'ont beaucoup moins connu ils ont beaucoup moins connu ma tante que moi. Tous ces enfants sont morts malheureusement maintenant, et les petits-enfants l'ont connue, mais comme une dame d'un certain âge, parfaitement lucide, parfaitement intelligente, mais tout à fait retirée, et ne disant que ce qu'elle croyait devoir dire, et en aucune façon ne publiant
ses scrupules dépassés, ses regrets politiques. Et je dois dire que c'était un peu par déduction, par le fait qu'elle parlait quand même un peu de cela, et par les communications de mon père, qui était le plus proche de toute sa famille, que je sais un peu les vrais scrupules et les vrais souhaits de ma tante en tant que souveraine. On peut dire que je l'ai bien connue après, bien entendu. Et quand elle était en exil, bien sûr, en Autriche, au Canada d'abord, et ensuite à Zitzer, en Suisse, elle passait toujours d'abord un mois par an à la maison. Toujours là-bas. Donc c'était pour moi, enfant puis jeune homme, très intéressant de pouvoir la connaître encore plus proche. Puis, par gentillesse, elle me proposait de toujours passer un mois par an, un peu par compensation, à Zitzers. Donc je l'ai beaucoup vue, beaucoup plus proche et beaucoup plus personnellement à Zitzers. Et elle suivait de très près l'évolution de la politique. Elle suivait la presse, les journaux, tous les journaux étrangers, français, allemands, suisses. Elle avait toujours une pile de journaux qu'elle a lu pratiquement jusqu'à sa mort. Elle avait des commentaires extrêmement intéressants, extrêmement lucides sur la situation, pas seulement de l'empire sur lequel elle avait régné, mais aussi sur la situation internationale. Elle aurait eu des mots qui seraient justifiés encore actuellement. Donc pour moi, c'était une leçon de règne, une leçon de souverain, une leçon de famille de plus haut niveau, et je garde pour elle une vénération totale et absolue. Sa béatification est plus que légitime, plus que justifiée, et j'aimerais beaucoup qu'elle puisse se réaliser. Évidemment, je ne sais pas du tout quelle est la réflexion du pape qui s'appelle, je crois, François, qui ne sait pas trouver un numéro à son prénom. Mais je crains qu'il ne corresponde pas tout à fait à cet objectif-là. Il se précipite pour canoniser en vrac ses papes prédécesseurs de façon qui me paraît très, très fantaisiste, c'est le moins qu'on puisse dire, surtout quand il s'agit de Paul VI. Et je dois dire que j'ai déjà raconté ça, mais tant pis, quant à l'impératrice Ita, nous étions réunis avec elle au moment du conclave qui a désigné Paul VI Montini comme pape. Et je me rappelle toujours, nous discutions de la légitimité de l'hypothèse de l'un ou de l'autre, et j'entends, nous avons tous entendu ma tante, qui était la prudence, elle avait toujours prouvé la plus totale, brusquement élevé la voix, de te dire, si Montini est élu, moi je me fais orthodoxe. Il a été élu, elle ne s'est pas fait orthodoxe. Mais c'était dire vraiment les critères qu'elle avait quant à ce personnage. Alors je ne sais pas ce qu'elle dirait maintenant avec le nouveau François, mais il étonne, je crois, beaucoup de personnes, et j'aimerais bien savoir que de là où elle est, au paradis, elle puisse nous signifier ce qu'elle peut en penser de temps en temps. Voilà tout, pardon, de vous raconter un peu en façon fantaisiste mes souvenirs sur l'impératrice et l'admiration et l'affection totale que je lui portais. Et je crois qu'on essaye toujours de rester dans la communion des saints, de penser qu'elle est toujours là avec nous. N'hésitez pas, de manière courtoise, vous êtes invité à poser vos questions. Courtoise ou moins courtoise. Monseigneur, est-ce qu'elle vous a parlé de l'assassinat de Nicolas II et de sa famille? Est-ce que vous avez souvenance de ça? Elle en a parlé, absolument. Mais comme avec une réaction un peu plus violente devant cette horreur, devant cette abomination, comme si elle aurait pu le vivre elle-même. Et elle était évidemment tout à fait consciente, je crois, que cet assassinat, qui avait été totalement voulu, avait été très 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 facilité par le rôle de la cour de Saint-James, qui ne voulait en aucune façon protéger. Elle en avait parlé à un moment, je crois que c'était la Queen Mary, la grand-mère de la reine actuelle. Et la Queen Mary, non, oui, la Queen Mary, qui est morte en 1950-1960. Et la Queen Mary était très gênée sur l'affaire. Et
quelques personnalités proches de la Queen Mary qu'elle voyait souvent parce qu'ils étaient assez amis sur le plan personnel. On dit que vraiment il y a eu une réaction très égoïste de la part de la cour de Saint-Gilles, si égoïste qu'on avait l'impression qu'il l'avait un peu cherché. Peut-être pas la mort, mais la disparition économique de la famille impériale. Parce que la famille impériale avait de grandes réserves, de grandes réserves financières en Angleterre, et finalement, on ne sait pas où c'est passé, il n'est pas impossible que la couronne en ait été la couronne anglaise, en ait été la bénéficiaire. Alors, est-ce qu'il y a eu cette recherche? Je ne suis pas très injuste, évidemment, je ne peux pas témoigner de cela, mais il y avait indiscutablement une indifférence, pour ne pas dire une indifférence négative de la part de la cour Saint-Gilles, alors que c'était des très proches par la famille. Et parce que quand mon grand-père est mort, il avait un château à Wartheg, en Suisse, où ma tante Zita aussi a été élevée comme mon père, de même qu'en Autriche et même qu'en Italie. Et à Wartheg, tout à côté de Wartheg, il y avait un autre château qui appartenait à la famille de la Queen Mary. Et la Queen Mary, petite fille ou jeune fille, était là. Donc ils se sont connus, même à un âge un peu décalé, ils se sont beaucoup connus à cette époque. La Queen Mary retournait souvent à ce château en Suisse, sur le lac de Constance, sur le Bodensee. Donc elles s'étaient bien connues à l'époque. Elles auraient pu avoir au moins une fraternité, si je peux dire, dans le rôle du pouvoir et dans le rôle de la famille. Ce n'est pas du tout le cas. Il y avait une bonne relation personnelle, c'est tout. Alors, il y a eu... Remarque, si la famille royale russe a été assassinée de manière monstrueuse, c'est sans doute parce que la famille royale prussiane de Guillaume a laissé partir en wagon tombé l'infâme Lénine. Absolument. Absolument. C'est la remarque. C'est une stratégie complètement absurde en plus. Parce Ils étaient que tous cousins d'ailleurs. vous avez totalement raison. Et c'était exact que le fameux train plombé a provoqué indiscutablement le désordre dans l'armée russe. Mais c'est retourné contre l'Allemagne, parce que l'esprit révolutionnaire qui surgissait dans l'armée russe a pénétré de l'autre côté l'armée allemande. Et les deux ont se trouvé victimes de ce même maléfice. Vous avez tout à fait raison. C'était tout à fait étonnant. Je ne suis pas sûr que Guillaume II y ait pensé lui-même, mais je pense que son gouvernement, certainement. Vous savez, puisque vous me dites ça, on parle tellement de démocratie. Ces familles impériales étaient malheureusement victimes déjà de la démocratie chez eux. En Allemagne, c'était une démocratie tout à fait organisée, et en Autriche, d'une certaine façon aussi. Et cette démocratie a laissé la situation pourrir, peut-être dans l'intérêt maçonnique, et en tout cas dans l'intérêt libéral qui n'est pas du tout éloigné des concepts maçonniques. Donc même qu'ils n'étaient pas francs-maçons, ils étaient totalement ouverts à des options qui n'en étaient pas au contraire, en tout cas. Et je pense que nous vivions à une époque très différente de maintenant. Maintenant, la maçonnerie est tellement sûre d'elle qu'elle se publie partout. On la voit dans toute la presse, dans l'Express, partout, toutes les revues. On sait tout sur la franc-maçonnerie, et ce n'est pas tellement sympathique. Mais il se raconte tout à fait. Et cet esprit d'autoconfession est tout de même très extraordinaire, parce qu'on ne peut pas l'expliquer. C'est qu'ils sont tellement sûrs d'avoir réussi que maintenant ils se racontent. Ça me paraît très, très surprenant en tout cas. À l'époque, ils étaient tout aussi importants, ils étaient un peu plus discrets. Ça les rendait encore plus dangereux d'ailleurs. Mais je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Ce qui est plus important, c'est le rôle de cette franc-maçonnerie dans l'élite cléricale. C'est là où nous sommes dans une position beaucoup plus dangereuse. Bon, les francs-maçons ont le droit d'être francs-maçons à la fin, mais n'ont pas nous opposer méchamment à leur méchanceté. Mais que l'Église se laisse pénétrer devient beaucoup plus important. Et beaucoup plus grave, bien entendu. Et quand je vais en France, nous connaissons 3 évêques très bien. Les autres, j'en suis moins sûr. Ils ne sont peut-être pas tous pénétrés de cette spiritualité, si j'ose dire, mais ils n'en sont pas opposés. Il y en a 3 très bons, je n'ai pas besoin de les citer, vous les connaissez tous. Ben, ça ne fait pas beaucoup.
Ça, c'est plus inquiétant. Et d'autres questions à propos de... Oui, monseigneur. Madame de Est-ce que vous pourriez nous parler de la tentative de retour en Hongrie du couple impérial? Il a failli y avoir un oui, retour en absolument. Hongrie. Ça, j'ai oublié complètement. Merci de me rappeler. Un moment intéressant qui aurait pu être réussi, c'est la tentative de retour impérial. L'Autriche est devenue une république, mais la Hongrie ne pouvait pas tellement devenir république parce que c'était un État d'inspiration chrétienne par la conversion et par la conversion du premier de Saint-Étienne, tout simplement, du roi Saint-Étienne, j'entends. Et donc, l'esprit de la Hongrie était totalement chrétien, totalement catholique, totalement mystique. Donc la révolution, il y a eu un moment de révolution atroce avec Béla Kun, nous sommes en 1920, je pense, Béla Kun, qui a massacré monstrueusement. C'est ça. Et puis après, heureusement, quand même, le régent Horthy a repris le pouvoir. Heureusement, parce qu'il valait mieux encore le régent Horthy que Béla Kun, qui était un abominable individu. Mais Horthy a un rôle très étonnant, à la fois intelligent politiquement. Il a bien géré la Hongrie entre 22, 23, je ne sais plus quand il a repris le pouvoir, et l'arrivée allemande. Mais ne voulant pas reconnaître les droits du souverain à reprendre la couronne en Hongrie, par égoïsme, par conviction que les Alliés ne laisseraient jamais l'empereur Charles redevenir roi d'Hongrie, c'est possible, ne voulant pas risquer la population hongroise une véritable guerre de la part des Alliés après la guerre 18, dans les années 20-25, peut-être qu'Horthy a eu peur d'une guerre où les Hongrois ont été très sacrifiés. Cet amiral sans flotte aimait le pouvoir. Mais je crois qu'il n'y avait pas une détestation de sa part. Voilà. Et en plus, il ne faut pas oublier que dans un pays vous êtes majoritairement, je suis d'origine hongroise, majoritairement catholique, c'était un parpaillot. Oui. Il y a eu tout de même une minorité protestante. Comment? Quand à l'amiral sans flotte, ça c'est vrai. Je voudrais vous rappeler tout de même qu'il y avait le lac Balaton. Oui, une grande partie de l'aristocratie hongroise était devenue protestante, jusqu'à Pasmani, qui a rechristianisé, enfin recatholisé, scisé, sous l'influence de l'Autriche, la Hongrie. Absolument. Mais toute la Transylvanie était devenue protestante. Ah oui, la Transylvanie était protestante. Et elle est restée. Oui. Elle est restée. Et je crois que les souverains autrichiens n'ont pas compris le danger que cela comportait. Et il faut dire que les souverains autrichiens ont toujours eu une stratégie assez, j'allais dire passive, assez hésitante face d'abord au libéralisme. En 1848, c'est assez étonnant. En 1848, il y a ce grand mouvement libéral qui malheureusement envahit toute l'Europe, toutes ces révolutions qui s'impliquent dans ce cadre de cette révolution libérale, et l'Autriche est victime, comme les autres, de la révolution libérale. François-Joseph ne sait pas se défendre, il avait perdu, donc je vais te rappeler, l'Italie, ne sait pas se défendre, et fait appel aux Hongrois pour éviter la chute totale. Et les Hongrois réagissent plutôt contrairement à ses intérêts. Et il y a un mouvement libéral en Hongrie, dirigé par un général de très grande qualité là-bas, contre l'empereur, contre l'Empire, ou demandant une séparation de l'Empire. Alors il fait appel à la Russie, et c'est l'empereur, le tsar de Russie, qui remettra de l'ordre en Hongrie. Il remettra de l'ordre avec efficacité, comme il savait faire. Et il livrera les généraux responsables à François-Joseph, qui les fait pendre. C'était des généraux qui avaient une classe extraordinaire. Et le tsar lui envoie un télégramme qui fait mon bonheur. Mon frère, si je savais ce que vous feriez de vos généraux, je les aurais gardés pour moi. C'est magnifique. Ça montre la qualité de chef, de souverain, du tsar.
Toujours est-il qu'il les a fait exécuter, ce qui n'était pas très facilement. Je vois que les gens, les libéraux, les souverains libéraux, ou les chefs d'État libéraux, même s'ils ne sont pas souverains, sont beaucoup plus tueurs, beaucoup plus, pas cruels, mais beaucoup plus radicaux que les souverains qui ont encore une confiance en eux-mêmes et en leur légitimité. Et je trouve que le télégramme du tsar, c'était Nicolas Ier, je pense. C'était Nicolas Ier ou Alexandre II? Nous sommes en Nicolas Ier. Je trouve ce texte tout à fait intelligent. Bon, revenons à la Hongrie, à la question qui était posée là. À la Hongrie. Je pense que les Hongrois restent un peuple passionnant et admirable. Et je crois qu'il y a dans le peuple hongrois une sorte d'incandescence réactive à tout ce qui risque de les abîmer de l'extérieur. Et je vois que le chef d'État actuel en Hongrie refuse la qualification de république. C'est bien le seul qui a eu ce courage. Évidemment, il est mal vu par l'ensemble des nations de l'Union des peuples actuels. Et c'est vraiment très beau de voir que l'éthique spirituelle de la Hongrie reste quand même très marquée malgré la présence très longue du communisme là-bas et la violence de ses interventions. Je vois la Russie et la Hongrie comme deux pays, références pour moi, qui peuvent sauver peut-être l'Europe de cette décadence soi-disant libérale qui est totalement suicidaire pour nos pays. Et je crois qu'il faut redéfinir nos concepts de souveraineté, de politique, et oublier certains mots qui paraît-il, sacrés, comme démocratie. Qu'est-ce qui nous prouve que le plus grand nombre a raison? Jusqu'à quand est-ce qu'on peut nous expliquer comment que parce que c'est le plus grand nombre, il a raison? Il faudrait qu'on me l'explique tout de même. Ça, on ne me l'a jamais expliqué. Et ce sera difficile de me l'expliquer. De toute façon, c'est intéressant, parce que si on croit à la démocratie, on croit aussi à Hitler. Hitler a été élu parfaitement démocratiquement. Et l'Anschluss autrichien, puisqu'on en parle de l'Autriche, a été totalement démocratique, pour l'unification de l'Autriche à l'Allemagne. Alors la démocratie, c'est beau? C'est une question à se poser. Moi, j'ai une autre idée. Oui, mon colonel, allez-y. Monseigneur, nous allons revenir à la démocratie, si vous voulez. Parce que c'est juste venu pour vous poser cette question. Plus fort. Ah, plus fort? Le général Lyautey a démissionné parce qu'il n'avait pas réussi à convaincre la Chambre d'arrêter l'offensive criminelle de Nivelles qui s'est appelée le Chemin des Dames. Ah, c'est pour ça. Voilà. Bravo. Il a démissionné. Je me demandais pourquoi et je suis très heureux qu'on me l'explique. Voilà. Nous l'explique. C'est uniquement pour ça, parce qu'il avait entendu ça. Et bon, je suis un fidèle du maréchal, du général du maréchal Lyautey. J'ai bien étudié son histoire. Il était affolé. Il était affolé d'entendre un polytechnicien, j'espère qu'il n'y a pas dans la salle, donc je suis. Il faisait des calculs à H plus 1 ça, H plus 2 ça. Sur le plan, c'était magnifique. Mais il n'avait jamais été sur le terrain, ça se voyait. Enfin, si c'est pas vrai, le problème c'est que ça avait été un bon colonel et ensuite on ne sait pas pourquoi il a écrit ça. Enfin, ça a été lui. Mais la question n'est pas là. La question est, voilà pourquoi il a démissionné. Ah, merci de nous le dire. Voilà. C'est passionnant et ça donne encore plus de qualité au maréchal Lyautey, qui en avait beaucoup, qui était très ami de mon oncle et de mon père. À propos du maréchal Lyautey, quand ma tante Zita, dans l'exil, apprend que son fils Robert risque de mourir, parce qu'à l'époque on opérait très mal l'opération dans le ventre de l'appendicite. Son fils est donc un enfant encore, il est amené à Paris pour l'opération, et ma tante demande de pouvoir être avec lui. Et la République française la refuse, l'interdit de venir. Lyautey apprend cela, il fait tout de suite aviser que si on empêche l'impératrice d'accompagner son enfant, lui se présentera avec son bâton de maréchal sur les quais de la gare pour recevoir l'impératrice. Et il a pu venir grâce au maréchal Lyautey.
dont nous répondons avec la même admiration pour le maréchal. Je peux vous dire mes questions, monsieur? Absolument. Parce que voilà, il y a des musclés pour cela. Donc, c'est cette chambre qui a appelé le gouvernement qui a suivi, et avec ce que nous connaissons, vous connaissez tous le chemin des dames et la catastrophe que ça a été. Et Clémenceau disant, je veux la guerre, la guerre, la guerre, partout je fais, je veux la guerre. Est-ce qu'on peut dire que c'est à partir de cette chambre qu'il y a une cassure, et que tout ce qui aurait pu s'arrêter avant 1917 a été du fait que la chambre n'a pas reconnu la valeur du militaire qui lui disait d'arrêter, alors qu'ils voulaient tous la guerre, que pour pouvoir vendre du matériel et puis... C'est ça, oui. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que cette chambre a été une cassure dans la démocratie, comme vous dites, et que c'est elle qui porte tout ce qui apporte comme perte et comme tristesse qui se sont passées après? C'est très intéressant, je suis convaincu, il y a même des précisions que vous, la même option que vous. Et vous me rappelez quelque chose de beaucoup plus récent. C'est la volonté de guerre d'un pays qui s'appelle les États-Unis. Cette volonté de guerre en 17... Ils veulent la guerre. Pardon? Vous permettez, dans ce que vous dites, que je vous fasse une citation? Oui, oui. Général Vincent Desportes, 17 décembre 2014, vous voyez encore un général, devant le Sénat, devant monsieur, comment il s'appelle le président du Sénat? Ah, monsieur Raffarin, qui posait des questions qui posait des questions sur la... Non, c'était monsieur Raffarin qui était président de la commission militaire, je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'était le 17 décembre 2014, c'est sur Internet. Il a dit... Qu'est-ce que vous pensez de Daesh? Parce qu'on parlait de notre engagement. Il a répondu, Daesh est un monstre. Malheureusement, le pays qui a créé Daesh se nomme les États-Unis d'Amérique. Bravo. C'est une déclaration officielle. 17 décembre 2014. Bravo, bravo. Vous pensez que Bravo. C'est enregistré. Pénible. Bravo. Bravo. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est sur Internet. Donc c'est un peu ce que je m'étais permis de dire, moins précisément que vous. Mais il y a quelqu'un d'autre dont on pourrait parler aussi, et pas seulement des États-Unis. L'individu qui a provoqué l'invasion de la Libye est tout aussi coupable. Bon, ben je dirais pas non. D'origine hongroise. Les Américains, déjà en Afghanistan, quand ils ont armé les Moudjahidines pour lutter contre les Soviétiques, Pardon? les Américains, quand ils ont soutenu les Moudjahidines contre les Soviétiques, ça a été la première amorce de la déstabilisation de cette région par la création des talibans. Et après, ça s'est... Mais tout à fait. Il y a très longtemps qu'il y a un grand projet anglo-saxon sur le Proche-Orient. Et on connaît les détails de ce projet. Il y a un Syrien qui n'est pas très connu, mais qui est connu en Syrie, grand professeur d'université, qui est resté très ami à moi, sauf que je l'ai pas vu depuis 3 ans. Il s'appelle Riyad Saadé. Riyad Saadé est le petit-fils de Saadé qui a été pendu au Liban par la volonté américaine au moment du président libanais il y a 30 ans, 40 ans. Le président Chamoun. Et les Américains se sont mêlés de s'installer, de s'introduire militairement au Liban et ont exigé la pendaison de Riyad Saadé, qui avait fondé un PPS, un parti populaire syrien, je crois. Et le petit-fils est un homme tout à fait remarquable qui m'a développé de façon tout à fait brillante le grand projet des années déjà 45, 50, 60 du monde anglo-saxon contre le Proche-Orient. Et actuellement, enfin, c'est extraordinaire de voir en Iran, de ce qui s'est passé en Irak, et puis aussi de voir ce prétendu printemps arabe, ce qu'a pu provoquer le printemps arabe devant la participation sympathique de tous les gouvernements occidentaux, et ce qu'il en résulte actuellement, le printemps arabe.
En Tunisie, par exemple, la chute de Ben Ali, tout le monde sait très bien que Ben Ali s'écarte, parte. Et maintenant, c'est la catastrophe. J'étais l'année dernière, il y a 2 ans, en Tunisie, dans le sud tunisien, Tataouine, et dans cette région-là. Et c'était intéressant parce que les autorités locales m'accueillaient très gentiment, très volontairement, m'accompagnaient en voiture à droite et à gauche. Alors la population faisait des petits gestes très sympathiques. Et quand je me retournais, voilà ce qu'ils faisaient. Directement, dans le dos du... Se dire que vraiment la situation n'est pas ce qu'on peut dire la plus stable qui soit. Et puis, je ne reviendrai pas sur la Libye, puisque j'ai été en Libye à ce moment-là. Je dois dire que je ne veux pas insister plus. Vous m'avez compris sur ce que je pense du drame libyen. La semaine prochaine, vous aurez ici l'ancien ambassadeur de Tunisie à l'UNESCO, qui ressemble sur le plan intellectuel à Nachan Navandi, l'ancien recteur de l'université de Téhéran, qui a été ministre du Shah. Alors ce qui est intéressant, qui ne va pas l'accuser, le faire accuser de complaisance d'un côté ou de l'autre, il a démissionné avant la chute de Ben Ali. Il vient de faire un livre qu'on a publié, La face cachée de la révolution tunisienne, où il montre la main des services américains, dont l'objectif a été le même qu'au Liban, qu'en Égypte, qu'en Libye, en Irak, en Syrie. C'est gouverné par... Chut. C'est la fameuse théorie de Brzezinski, gouverné par le chaos. Absolument. Absolument. Et Brzezinski sévit encore à 90 ans. L'animal sévit encore. Et qu'il devient une référence pour le monde américain. Enfin, il y a plus proche de nous aussi des références de même type. Mais c'est encore une fois très intéressant d'entendre et l'introduction du frère Thierry et même ses conclusions. Donc je les réclame. D'autres questions? Oui, Monseigneur, il y a eu un miracle pour que la prochaine béatification de la princesse Zita. Oui, je ne sais pas. Je ne suis pas très informé. Alors, pour cela, il faut regarder, il y a une association pour la béatification de l'impératrice Zita, dont le siège était Solesmes, et de temps à autre, il y a des colloques. D'ailleurs, fort intéressants. Pas que bénédictin. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui doit être bien informé, c'est l'abbé Bonnet. Ça vous dit rien? Oui. L'abbé Bonnet a une paroisse assez proche de Versailles et il m'a reçu très gentiment. Il m'a reçu et il m'a piégé. Il m'a piégé parce qu'il voulait avoir mes confidences, évidemment, pour la béatification de l'impératrice. Évidemment, j'ai dit tout ce que je pensais c'était bien de l'impératrice parce que c'était la vérité vraie. Et à ce moment-là, il me dit, vous êtes sûr que c'est tout ce qu'elle pensait, que tout c'était totalement avec le Saint-Père? Oui, absolument. Mais dites-moi, est-ce que vous n'aviez pas raconté à quelques personnes, il y a une dizaine d'années, qu'elle avait dit que si Bontigny était élu, elle se ferait orthodoxe? Je dis, oui, ça c'est la confession, c'était une concierge qui vous aura dit ça. C'était pas vrai, c'était moi. Non, mais évidemment, elle ne s'était pas fait orthodoxe, autant vous dire, mais c'est un peu dommage. Donc moi, j'ai des projets de restauration par l'orthodoxie. Il faut. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, on lève le doigt. Mais il est exact, Monseigneur, que le plan de paix de Charles prévoyait le maintien des anciennes frontières, c'est-à-dire l'Alsace-Lorraine restant à l'Allemagne. Non, il voulait, il avait proposé restituer à la France l'Alsace et enfin demander à l'empereur Guillaume II, parce que ce n'était pas lui qui contrôlait, c'était Guillaume II, de restituer l'Allemagne, l'Alsace et la Lorraine, mais pour tranquilliser l'Allemagne, il lui cédait, j'oublie toujours le nom, je connais par cœur, c'est la pointe
nord de la Bohème. C'est la pointe nord qui est très industrielle, très minière, très industrielle, frontière d'ailleurs avec la Prusse, et qui a été occupée toujours par le peuple allemand, par la population allemande. Les Sudètes, merci. Il aurait proposé à Guillaume II, donc de lui qui avait été prise, mais pour équilibrer cela, lui faire réattribuer les Sudètes qui appartenaient à l'Autriche, à la Bohème. Si bien que l'Allemagne n'aurait pas souffert économiquement de cette restitution. Ça me paraissait une proposition raisonnable. Et tout le monde aurait été content, les Sudètes aussi, parce que les Sudètes se sentaient allemands. Donc ils n'auraient pas eu d'inconvénient. Et c'était au moins plus intéressant économiquement que l'Alsace et les deux évêchés. Plus d'autres questions? Oui, il y avait l'archiduc Rodolphe, vous avez parlé de sa grand-mère, et vous avez dit qu'elle qu'elle parlait très facilement, qu'elle n'avait aucune rancœur. Aucune rancœur, ça c'est vrai. C'est totalement. Après la guerre, l'amiral Horthy a été la voir pour lui demander pardon. Ça, c'est ce qu'il avait dit. Alors, elle a dit, elle lui a pardonné, mais elle l'a quand même fait patienter une semaine, et qu'après elle l'a reçu. Et là, pardon ? Elle l'a fait patienter une semaine, et après elle l'a reçu. C'est ce que nous avait dit l'archiduc Rodolphe. Il doit le savoir mieux que moi. Je n'ai jamais su ça, mais c'est très intéressant. Et elle aurait pu lui dire, comme le comte de Chambord vis-à-vis des Orléans, je pardonne, mais je n'oublie pas. C'est ça. Enfin, je pense qu'elle l'a fait comprendre de la même façon. Et c'était Horthy, moi je ne l'ai pas connu, mais j'ai connu sa veuve en Portugal. Elle était réfugiée. Je l'ai vu 2 fois, peut-être j'ai connu le 3e. Vous l'avez peut-être rencontré, la veuve d'Horthy. Vous n'avez pas rencontré la veuve d'Horthy? Du fils. Du fils. Ah, c'est le fils. Oui. Mais je suis désolé d'avoir si peu parlé, et vous m'avez aidé pour vos questions. Bien, alors écoutez, je vous dis à lundi prochain. Donc vous aurez l'ancien ambassadeur de Tunisie qui parlera de la face cachée de la révolution tunisienne. Alors quelqu'un a commandé un livre, L'homme défiguré, je ne sais pas lequel, je l'ai amené.